Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue Ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. Édition spéciale sur la crise hydraulique qui affecte Dakar et sa banlieue suite à la panne de l'usine Keur Momar-Sarr. Quelles sont les responsabilités de la SDE et de la SONES dans cette affaire? Où passent les 60 milliards de francs CFA que l'État donne à la SDE chaque année dans le cadre du contrat d'affermage? Que deviennent les 18 milliards que la SDE verse chaque année également à la SONES? Pourquoi les ingénieurs sénégalais ont du mal à régler le problème? Quelle solution pour ne plus revivre une telle crise? Pour débattre de cette question d'actualité, Alassane Samba Diop reçoit ce dimanche 29 septembre 2013 Aladi Dieng, directeur du service exploitation et développement à la SDE, et Pape Sadio Thiam, communicant, spécialiste en politique publique. Remue Ménage, dimanche 10h-11h avec Alassane Samba Diop sur la radio de toute l'actualité RFM. Remue Ménage. Dimanche 29 septembre 2013, merci d'être à l'écoute de Remue Ménage qui reçoit donc Aladi Dieng, directeur technique et du développement à la SDE, Société des eaux, et Pape Sadio Thiam, communicant et apprenant en politique publique. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Aladi Dieng, les Sénégalais attendent beaucoup l'eau de Keur Momar-Sarr. C'est devenu pratiquement une actualité très brûlante dans ce pays. À quand le retour de l'eau? Merci Pape Samba et merci de cette invitation. Tout d'abord, vous permettrez de présenter encore une fois toutes nos excuses au peuple sénégalais, surtout à la population qui vit à Dakar et aux environs de Dakar, parce que depuis effectivement une quinzaine de jours, cette population vit une grave pénurie d'eau. Et nous en sommes fortement conscients et nous sommes conscients aussi des désagréments que cela pose parce que l'eau est vitale pour la population. Cela étant, la panne s'est déclarée une première fois le 12, nous avons réparé, ça a tenu quelques jours et vendredi dernier, il y a eu une nouvelle panne. Et c'est là-dessus que nous sommes. Nous avons tenté de réparer. Avant-hier, on a essayé de mettre en service. Tout le monde a vu les images qu'il y a eu à la télévision. La réparation n'a pas tenu. Nous sommes sur le plan B parce que nous avions un plan A qui n'avait pas tenu. Nous sommes sur le plan B que nous sommes en train de mettre en œuvre. Ce plan est assez avancé. Maintenant, quant à vous dire c'est demain, c'est aujourd'hui qu'on va mettre en eau, nous préférons attendre de terminer les travaux et d'essayer. Parce que, vous savez, est-ce que cette fois-ci, avec votre plan B, il y a de l'espoir que 40% des Dakarois qui n'ont pas d'eau en ce moment puissent l'avoir? Oui, nous avons très fortement confiance, parce que sinon nous ne l'aurions pas mise en œuvre. Nous avons confiance que cela marchera. Maintenant, la technique reste la technique. Les ouvriers sont sur site depuis bientôt 10 jours. Ils dorment à peine 2 à 3 heures par nuit. Donc, nous souhaitons simplement qu'ils puissent finir dans de bonnes conditions et que les essais puissent réussir du premier coup. Pape Sadio Thiam, comment vous analysez cette crise de l'eau au niveau de la SDE? Beaucoup de Sénégalais sont frappés par cette pénurie. On voit des scènes pratiquement pathétiques dans les rues de Dakar. Je vous remercie, M. Alassane Samba Diop. Je pourrais rectifier sur la présentation. Je suis chercheur en sciences politiques et communicant. Je vous remercie. Je salue mon vis-à-vis, M. Dieng, qui est le directeur technique de la SDE. C'est bien comme ça, hein? Absolument. Voilà. Donc, M. Alassane Samba Diop, la problématique qui est aujourd'hui soumise à notre réflexion, ou bien qui mobilise aujourd'hui l'ensemble des Sénégalais et l'ensemble de l'expertise nationale, appelle d'abord une clarification à donner, ou bien une meilleure articulation, une meilleure compréhension de la qualité des infrastructures aujourd'hui dans nos pays. Parce qu'en réalité, il s'agit d'une infrastructure défectueuse.
Vous savez, la qualité des infrastructures aide à comprendre pourquoi certains pays réussissent alors qu'un autre échoue à diversifier sa production, à développer ses échanges, à réduire sa pauvreté, mais également à maîtriser sa démographie et aussi à assainir son environnement. Une bonne infrastructure réduit les charges de production, augmente la productivité, mais en même temps augmente la productivité. Voilà. Selon la Banque mondiale, une augmentation de 1% du portefeuille d'investissement équivaut à 1% du PIB national. Donc voilà la centralité aujourd'hui des infrastructures dans nos stratégies de développement. Or, là, il s'agit d'une infrastructure défectueuse qui a mobilisé l'ensemble de l'expertise nationale. En vain, on n'y est pas parvenu. Au point qu'on soit obligé de faire appel à l'expertise étrangère, notamment les Chinois. On a parlé des Français qui seraient sur les chantiers de Keur Momar pour réparer cette infrastructure défectueuse. Toutefois, ce qu'il faudrait retenir, il y a deux interpellations qui me semblent essentielles. Lorsqu'on a entendu, par exemple, le directeur général de la SDE se demander si l'infrastructure, au moment de sa pose, était revêtue à l'intérieur comme à l'extérieur. Cela veut dire qu'aujourd'hui, au moment de la pose de l'infrastructure, il y a des normes qui ont été respectées. Un autre cumul de paradoxes qui me semble essentiel, c'est que on a entendu la coordination des cadres de la SDE dire, je le cite de mémoire, dire que si les travaux ont tardé à se terminer, c'est parce que l'infrastructure en question a été endommagée à plusieurs endroits. Et ils concluent leur communiqué en disant qu'il y a un vieillissement précaire. C'est extrêmement grave. C'est grave que des infrastructures sur lesquelles nos pays ont investi énormément d'argent se trouvent endommagées. On dit que l'infrastructure était prévue pour durer presque 30 ans et au bout de 9 ans, elle s'est dégradée. Ça pose un problème de gouvernance et le gouvernement doit en tirer les conséquences pour que de pareils problèmes ne se répètent plus. Oui, c'est la question que beaucoup se posent ici au Sénégal. Comment se fait-il qu'une infrastructure aussi vitale pour Dakar, pour son approvisionnement en eau, ne puisse pas tenir? Il y a beaucoup d'écrits par rapport à cela. Certains parlaient que le tuyau devait durer 30 ans, qu'il n'a pas duré 30 ans, qu'il a duré juste 9 ans, qu'il a eu il a été endommagé sur plusieurs points. Mais comment se fait-il que la SDE, qui est chargée aussi dans le contrat de fermage, de gérer cette question aussi des infrastructures, même si c'est la SONES qui doit gérer les installations, qu'on en soit arrivé là? Merci, je pense que c'est des questions importantes. Je pense que la première chose, je suis d'accord avec Cham sur le fait que quand on fait des infrastructures, on doit faire des infrastructures de qualité. On va pas faire un investissement et revenir là-dessus. Ça, c'est une chose. Maintenant, sur le cas particulier qui s'est posé, bon, on dit que les conduites elles doivent durer 30 ans. Je ne sais même pas où est-ce que les gens ont pris ce chiffre, parce que de bonnes infrastructures en fonte ou en acier, au moins 50 ans, ça doit durer. Bon, il se trouve que ici, c'est une pièce en acier qui a été incorporée dans la conduite en fonte. C'est cette pièce-là qu'on appelle souvent pièce en Y, parce que je pense que beaucoup ont entendu parler de ce terme-là pendant la crise, qui relie la conduite qui vient de Géoul, qui va jusqu'à l'usine, avec ce qu'on appelle les antibéliers. C'est le système de protection de la conduite. Et c'est cette conduite-là, en acier, qui est l'objet de pannes récurrentes. Elle a été posée en 2004. De 2004 à 2008, l'usine a fonctionné à la moitié de sa capacité parce que c'était la première phase de l'usine. En 2008, on a mis la deuxième phase, donc l'usine a fonctionné à sa pleine capacité. Donc la première casse est intervenue en 2009. Après, il y a eu une autre casse en 2010, 2011, 2012, il y a eu plus de 4 casses. À chaque fois, nous avons pu réparer. Bon, pourquoi ces cartes répétitives? Tout simplement, nous, on pense que la qualité de cette pièce
ne répondait certainement pas aux normes. Mais justement, qui est chargé de la qualité de la pièce? C'est la SDE ou bien c'est la SONES? Non. Nous, ce qu'on fait, on exploite les installations qui sont mises à notre disposition. Donc c'est la SONES qui a mis cette pièce à votre disposition? C'est la SONES et son entreprise qui ont construit l'usine, qui ont installé cette pièce. Bon, malheureusement, il se trouve que cette pièce, effectivement, il faudra bien faire l'expertise. Il y a un problème depuis 2009, la pièce pose problème, c'est des alertes. Bon. Les gens n'ont pas quand même réparé ça depuis 2009, jusqu'à 2013 qu'on soit à cette situation-là. Quand la dernière fuite s'est déclarée en 2013, nous avons fait une lettre pour arrêter la SONES, dire attention, cette pièce, c'est déjà la 4e fois ou 5e fois qu'on intervient là-dessus. La prochaine risque peut-être d'être fatale et de la mettre complètement hors service. Et si elle met la côte hors service, ça va être une catastrophe pour Dakar. Bon, donc nous avons fait cette lettre. Bon, la SONES effectivement a pris conscience effectivement de la gravité du phénomène qui pouvait intervenir, et la SONES avait programmé dans son programme de 2014 de renouveler cette pièce. Donc ça, c'est inscrit dans le programme d'investissement de SONES pour renouveler la pièce en 2014, parce qu'effectivement on leur a dit sur la même pièce intervenir 4 fois, d'abord ça la fragilise très fortement, en plus du fait qu'elle n'était certainement pas très solide au départ. Bon, effectivement ils ont pris conscience et ils avaient décidé de renouveler, ça c'est inscrit dans le programme. Bon, malheureusement la fuite est intervenue avant 2014, donc avant la possibilité. Bon, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ce qu'ils nous demandent, c'est ils vont faire le renouvellement anticipé. Mais aujourd'hui, ce qui intéresse les Dakarois, c'est qu'on répare dans l'immédiat. Oui. Bon, pour cela, je reviens à ce qu'on dit, l'expertise chinoise, française qui est à Keur Massar. Vous allez à Keur Massar, il n'y a que des ouvriers sénégalais. Les Chinois sont allés en délégation, ils ont regardé. Les Français sont venus, ils ont regardé. Mais ceux qui travaillent, ceux qui conçoivent, ceux qui font le travail, vous pouvez y aller, il n'y a pas un Chinois, il n'y a pas un Français. Effectivement, ce qu'on attend d'eux, c'est quand on va, parce que cette réparation, il faut attendre que des gens viennent de France ou tout ça, parce qu'ils ne feront pas plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'on demande simplement, l'aide qu'on peut demander, c'est que cette pièce qu'il faut renouveler, c'est une pièce unique. C'est pas une vanne où on peut avoir ça en stock. C'est une pièce qui se fabrique sur commande. Sur commande. Ce qu'on peut attendre d'eux, c'est qu'ils nous la fabriquent dans les plus brefs délais. Et ça prend combien de temps, ça? On a deux entreprises françaises qui arrivent demain. On va discuter avec elles pour voir dans quel délai ils peuvent nous la mouler. Parce que ce qu'on voudrait, c'est la mouler d'une seule pièce qui ait plus de soudure. Et ça ne peut se faire qu'en usine. Donc ici, au Sénégal, on ne peut pas le faire. Mais Pape Sacham, le problème qui s'est posé, c'est depuis 2009, il y a déjà une alerte par rapport à cela. Les mesures idoines n'ont pas été prises, en tout cas ce qu'on soit dans cette situation-là. C'est un peu de mauvaise gouvernance, ça, Dodo. Oui, mais Alassane, vous-même, vous posez la question, à votre niveau de responsabilité, vous posez la question de savoir qui de la SDE ou bien de la SONES était chargé de l'entretien, de l'achat des pièces. Donc il y a un flou total, un flou artistique autour de cette question. Responsabilité très clairement. Donc cela m'amène à dire aujourd'hui que la situation présente que nous vivons illustre à merveille, excusez-moi le terme, le marché de dupes que constituent les contrats d'affermage. Ce sont nos États en réalité, dans le cadre des partenariats publics-privés, ce sont nos États qui contractent des emprunts, investissent dans les infrastructures, alors que le partenaire stratégique se charge de la gestion et en tire des dividendes substantiels. Où est l'intérêt de l'État dans tout ça? L'intérêt des Sénégalais. Et l'intérêt des Sénégalais et des consommateurs. Si il faudrait relativiser cette question, il faudrait reconnaître que cette situation contraste avec celle que nous avons vécue dans les années 90, où il était courant de voir des Sénégalaises porter des bassines dans une ville moderne comme Dakar à la recherche du liquide précieux. Donc la situation s'est beaucoup améliorée, mais du point de vue structurel, les contrats d'affermage aujourd'hui méritent d'être révisés pour que l'intérêt stratégique de l'État du Sénégal et des consommateurs soit sauvegardé. C'est vraiment la question essentielle.
Et ce contrat, M. Dien, coûte 60 milliards de francs CFA par an à l'État du Sénégal, donc au contribuable sénégalais. Comment se fait-il qu'une société comme la SDE puisse avoir autant d'argent par an et qu'on puisse aujourd'hui être dans cette situation? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de confusion autour de la notion de contrat d'affermage. C'est quoi un contrat d'affermage? Il faut éclairer notre lanterne. Dans les contrats d'infrastructure, il y a plusieurs types. Il y a aujourd'hui au sein, ce que nous concerne au Sénégal, on a le contrat d'affermage. C'est la puissance publique qui conserve la propriété des actifs des installations, qui est responsable de la politique dans le secteur, qui définit les tarifs, qui fixe les tarifs et qui définit la politique. Le fermier, on lui dit, vous avez la responsabilité de gérer l'infrastructure que nous mettons à votre disposition. Quand vous entrez, on fait un inventaire de ce qu'on vous a remis, de l'état dans lequel il se trouve. Quand vous ressortez, on refait l'inventaire parce que vous devez rendre les installations en bon état de fonctionnement. C'est comme si vous louez une maison. Mais est-ce qu'entre-temps, il n'y a pas un contrat qui vous lie à l'État du Sénégal de contrôle Maintenant, celui qui a affermé son patrimoine, il a un droit de contrôle. Et ça, c'est bien marqué dans les contrats. Et l'État... Est-ce que ce contrôle se faisait effectivement? Ce contrôle de la Sénégalaise des eaux, l'État l'a délégué à la SONES. Elle le faisait ou pas? Si elle le fait. Dans la SONES, il y a une direction qui s'appelle la direction du contrôle du patrimoine. C'est cette direction-là qui est chargée de voir, d'abord, chaque année, nous devons leur remettre un plan de maintenance et ils doivent passer pour voir si effectivement ce qu'il y a dans le plan de maintenance c'est fait ou ce n'est pas fait. Ils ont une direction, cette même direction fait le contrôle de la qualité de l'eau. Nous faisons notre contrôle, mais eux, ils font leur contrôle. Ils délèguent une partie de ce contrôle à l'Institut Pasteur, à Caritas, à Biondar pour contrôler pour cela. Et tous les 3 ans, sur financement de SDE, SONES choisit un cabinet pour faire l'état des installations, pour voir si les installations sont bien entretenues. Bon, maintenant le contrat, il fixe des limites. Il dit dans l'appel d'offres, parce qu'il faut dire aussi on l'avait gagné par appel d'offres. Dans l'appel d'offres, c'est le gouvernement qui a fait son cahier de charge en disant, voilà, j'ai des ouvrages à faire fonctionner. Voilà ce que j'attends d'un fermier, qu'il exploite, qu'il renouvelle, parce que nous, on a un contrat particulier, parce que normalement, dans les contrats d'affermage, le fermier n'a pas d'investissement à réaliser. Mais dans le contrat du Sénégal, on a introduit une partie investissement de la part de SDE. C'est pourquoi on dit qu'on a un affermage concessif. Ce n'est pas tout à fait l'affermage classique. Bon, pourquoi? Parce qu'on a dit... Mais est-ce que réellement vous faites les investissements qu'il faut faire? On le fait, c'est contrôlé, chaque année par la SONES. Donc ça, on le fait. Donc on a obligation de faire des renouvellements de canalisation à hauteur d'une limite qui est fixée dans le contrat. Et ça, si vous passez, on vous donne tous les résultats. On a des renouvellements de compteurs à faire, on a des renouvellements de branchements à faire. Le matériel électromécanique, jusqu'à une certaine limite, c'est le fermier qui est chargé de le faire. Parce que là, ce qu'on veut faire, c'est la rapidité. Parce que si on dit une pompe dans un forage est tombée en panne, et que c'est un patrimoine, c'est l'État qui doit le renouveler, avec les procédures de passation de marché, c'est très long. Donc on a dit tout ce qui participe à accélérer et à rendre plus efficiente l'exploitation, tous ces renouvellements-là, on les met à la charge du fermier. Et ça, c'est listé. Sur cette base-là, les soumissionnaires, à l'époque, ont fait leur prix. Et ils ont fait leur offre. Il y a une société qui avait gagné, qui a créé une société de droit sénégalais qui s'appelle la Sénégalaise des eaux, qui est chargée de gérer ce contrat-là. C'était un contrat de 10 ans. Bon, maintenant, la SONES, l'État lui a délégué la responsabilité de planifier les investissements, de les réaliser. Ça demande de l'argent. Sur ses fonds propres ou sur des emprunts. Bon, des emprunts, il faut les rembourser. Donc, pour rembourser cela, l'État a dit, on calcule quelle est la part dans le prix de l'eau, parce que quand vous payez votre facture d'eau, dans cette facture, il y a une part SDE, qu'on appelle prix exploitant,
Il y a une part SONES qu'on appelle prix patrimoine. Il y a une part ONAS, l'Office national de l'assainissement, plus maintenant la TVA, et tout ça. Il y a aussi ce qu'on appelle les taxes. Et vous, au niveau de la SDE, vous versez annuellement à la SONES? Non, ce n'est pas annuellement, c'est tous les mois. Tous les mois, 18 milliards. Annuellement, on verse 18 milliards, mais tous les mois, le contrat dit le 15 du mois, N, on doit reverser à la SONES, à l'ONAS, ce qu'on a encaissé au titre du mois N-1. Combien? Par exemple, vous prenez 18 milliards, vous divisez par à peu près 12 ans, c'est tous les mois on verse. Maintenant, à la fin de l'année, on refait le calcul global. Si on n'en a pas versé assez, on complète. Donc ça, c'est le système. Donc, et ce qu'on verse à la SONES, parce que j'ai entendu quelque part dire c'est parce que la SDE donne 18 milliards à l'État que... Non, la SDE ne donne pas 18 milliards à l'État. C'est dans le prix, c'est dans le contrat. Et c'est l'État qui décide, en fonction du niveau d'investissement qu'il fixe à la SONES, quelle doit être la part que la SONES doit recevoir. Parce que si on dit à la SONES, vous allez faire une station de dessalement, vous allez reconstruire une autre station à Keur-Marsar, on lui fait faire 200 milliards d'investissements dans une période de 10 ans, il faut donner à la SONES les moyens de faire ces investissements. Et, bon, donc ça, c'est une chose. Maintenant, dire la SDE, l'État donne 60 milliards à la SDE, non, l'État ne donne pas 60 milliards à la SDE. La SDE, elle est payée par les factures des consommateurs. Oui, elle perçoit combien par an? La SONES, bon, dans les 60 milliards dont vous parlez, la SDE a le chiffre d'affaires global. Dans les 60 milliards, la SDE a après 42 milliards. Je vous donne le chiffre. Donc vous avez 40 milliards par an. Bon, ouais, dans les 40 milliards, il faut savoir que pour faire fonctionner le système, on paie déjà presque 15 milliards d'électricité par an. 15 milliards d'électricité. Bon, plus maintenant, les produits de traitement, le gasoil, les frais de personnel. Nous allons revenir sur les détails. Mais Pape Sadio, cette question bien précise. Donc, si c'est l'État du Sénégal, à travers la SONES, qui est une société étatique, qui n'a pas fait son travail, apparemment. Apparemment. Ce qu'on entend dire, M. Dian. Apparemment. Non, ça, le problème c'est qu'au-delà des précautions de garantie, tantôt relevées par le doyen Dieng, il faudrait constater, tout observateur lucide peut constater aujourd'hui que les contrats d'affermage n'ont en rien résolu les problèmes structurels du service de l'eau au Sénégal. Je parle bien des problèmes structurels. J'en veux pour preuve les inégalités d'accès à l'eau, mais également l'équilibre du service, l'équilibre financier du service. Donc les contrats d'affermage n'ont fait que déplacer le problème. Ils n'ont fait que déplacer les problèmes, d'autant plus que dans les contrats d'affermage, le contrat d'affermage qui a été signé entre l'État du Sénégal concessionnaire, le problème de l'accès à l'eau au niveau du monde rural a été évacué du contrat d'affermage. Aujourd'hui, si 90% des ménages urbains ont accès à l'eau, ce n'est pas le cas des ruraux. 65% des ruraux n'ont pas accès à l'eau. Aujourd'hui, on se lamente à Dakar de ne pas avoir une eau potable et courante, mais vous allez chez moi, dans le Saloum, dans les profondeurs des Saloum, il y a des populations qui boivent encore l'eau de pluie ou bien l'eau. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les populations qui sont tout autour de la conduite de Keur-Marsar n'ont pas accès à l'eau. Les jeunes filles vont puiser l'eau à des lieux très, très, très éloignés. Mais c'est pour cela que c'est pour cela que j'ai évoqué tantôt les problèmes d'inégalité d'accès à l'eau. La justice sociale. C'est la justice sociale. Et aujourd'hui, tous les Sénégalais doivent pouvoir accéder à une eau potable et courante. C'est vraiment la question essentielle que les contrats d'affermage doivent régler. Aujourd'hui, on parle aujourd'hui de la possibilité... Mais ça, c'est l'État qui devait le définir dans le contrat pour l'imposer aux Absolument. L'État a failli aussi dans cette... Absolument. Les inégalités d'accès à l'eau aujourd'hui sont criardes. 90% des ménages à Dakar ont accès à l'eau, et même à Dakar, dans certaines localités, si vous allez aujourd'hui à Golfe, il y a de l'eau, mais la qualité de l'eau est douteuse. C'est une eau des fois... C'est les forages qui ne sont pas bien entretenus aussi. Enfin, c'est des considérations techniques sur lesquelles je ne pourrais pas entrer. Mais ce que je constate, moi, en tant que citoyen, c'est que dans certaines parties de Dakar, il y a des quartiers qui n'ont même pas accès à l'eau.
on a entendu aujourd'hui, il y a presque quelque temps, des gens de peut-être Sangalkam qui ont marché, qui ont manifesté parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau. C'est extrêmement difficile. Donc les contrats d'affermage doivent prendre en compte cet aspect de la question aujourd'hui, qui est la question d'inégalité dans l'accès à l'eau. Le problème, monsieur Dieng, la pièce qui devait dépanner Keur Momar Sarr, ou bien qui a été installée, qui devait l'installer, qui devait la contrôler? C'est la S2 ou bien c'est la SONES? Bon, je pense que je vais revenir d'abord sur... oui, mais ça c'est important. Ouais, c'est très important, mais parce que... qui doit gérer la pièce? C'est vous ou c'est la SONES? Non, une fois que c'est installé, c'est nous qui gérons. C'est pourquoi nous sommes en train d'intervenir pour réparer. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas fait le travail de contrôle que vous devez faire aussi. Hein? Oui, mais vous savez que les conduites, elles sont sous terre. Celle-là, la génératrice inférieure est à 3,50 m sous sol. Il faut qu'elle soit bien faite. Vous ne pouvez pas creuser tous les jours pour voir. C'est comme si vous nous dites toutes vos conduites qui sont sous terre dans Dakar, on a 8000 et quelques kilomètres de conduite. Il faut que tous les jours on creuse pour savoir quel est l'état des conduites. Non, ça c'est pas possible. Les travaux doivent être bien faits, les matériaux être conformes aux normes. Et c'est ça qui offre la garantie. Maintenant, il y a un travail de surveillance qu'on effectue, mais sur cette pièce qui est entrée à 3,50 m. Mais depuis 2009, il y a des problèmes. Il y a un souci, quoi. Depuis 2009, on a laissé la pièce comme ça jusqu'à arriver à cette situation aujourd'hui. Il y a une faillite aussi du contrôle de la pièce, de votre part. Non, la pièce, ce qu'on pouvait faire, c'est quoi? Il y a une fuite, on a réparé. Une deuxième fuite, on a réparé. On a dit attention, cette pièce, il faut la changer. Il faut la changer. Qui devait la changer? C'est la SONES qui doit la changer. C'est pourquoi on a écrit à la SONES. Si c'était nous qui devions la changer, on n'aurait pas écrit. On a fait une lettre à la SONES en disant cette pièce. Est-ce que dans le cadre de votre contrat, vous ne pouviez pas vous changer la pièce, peut-être répercuter le coût à la SONES après? Bon, si la SONES nous le demande, ça n'a pas été fait? Il n'y a aucun problème. Si elle nous dit, bon, puisque c'est urgent, faites et facturez-nous. Là, il n'y a aucun problème, on s'en charge. Ça n'a pas été fait, ça? Non, ça, ils l'ont pas demandé. Ils ont programmé de la changer eux-mêmes. Bon, malheureusement, entre le moment où ils ont programmé et le moment où la casse fatale est arrivée, maintenant pour répondre à M. Thiam sur les problèmes de contrat d'affermage, je pense qu'il faut distinguer. Nous, on a le contrat d'affermage, l'alimentation à nous dans les centres urbains du Sénégal. Donc il ne faut pas... Donc l'État du Sénégal vous a écrit... Non, j'ai dit que ça a été évacué du contrat d'affermage. Attendez, il ne faut pas confondre les choses, parce que le Sénégal, ce que le Sénégal a fait, ce n'est pas nouveau, c'est dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Quand il y a un contrat, il y a un domaine dans lequel le contrat se conscrit. Si on avait dit, vous vous occupez des villes et des campagnes, bon, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Mali, vous allez partout ailleurs, il y a des sociétés d'eau qui s'occupent des centres urbains, et l'État s'occupe en général dans ces pays-là du rural. Bon, ça c'est... nous, on a eu au Sénégal le contrat de l'alimentation en eau des centres urbains. Bon, ce qui n'empêche que de Keur Momar Sarr, Nit jusqu'à Dakar, on traverse toute une zone rurale. Il y a 400 villages qui sont alimentés par la conduite tout le long. Donc, alors que 62% des ruraux n'ont pas... Oui, mais ça c'est pas la SDE qui va poser ce problème-là. On en est conscient, on est tous... Moi, je suis du milieu paysan comme vous. Monsieur Donc, Monsieur Dieng, vous parlez de 400 villages qui sont autour du canal qui sont alimentés par la SDE, mais il y a certaines personnes qui disent qu'il y a des populations qui sont autour de la conduite de Keur Momar Sarr qui n'ont pas accès à l'eau. Autour de la conduite, ça m'étonnerait. Parce que l'eau passe devant chez eux, ils n'ont pas d'eau. Tous les villages qui sont dans un rayon, même plus, parce qu'on a fait l'adduction d'eau de Ndioksal qui alimente toute la zone, la bande entre Louga, Sakal, Pal et tout ça. Tous ces villages-là sont pratiquement alimentés. Maintenant, qu'il y en ait encore qui ne le soient pas, parce que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, que ça nécessite quand même pas mal d'investissements, ça peut être une réalité. L'État est entré, en tout cas, a fait de très, très, très gros efforts dans cette partie-là. Je pense que cette partie du Sénégal, c'est la partie où les villages sont le mieux alimentés. Parce que non seulement il y a un système qu'on appelle le système de Ndioksal, mais il y a le système d'adduction d'eau de guerre qui contribue à alimenter toutes ces zones. Il y a une autre question que beaucoup de Sénégalais se posent. On a vu dans la presse que, dans un premier temps, la SDE était une société gérée par Bouygues et que Bouygues s'est retiré de la gestion de la SDE en confiant ça à une société qui s'appelle Fina Gestion, qui est en ce moment aujourd'hui cotée à la bourse en France. Est-ce que ce n'est pas un danger que des privés qui cherchent de l'argent puissent gérer une
structure aussi stratégique que l'eau. Oui, vous avez parfaitement raison. Ça nous amène aujourd'hui à réfléchir, mais à relativiser l'option de certains de nos compatriotes qui disent que l'État devrait rompre ou bien revoir le contrat d'affermage qui nous lie dans le cadre du partenariat public-privé. Je pense qu'il faut relativiser aujourd'hui pour la bonne et simple raison que une rupture unilatérale du contrat pourrait peut-être coûter cher à l'État du Sénégal dans la mesure où les multinationales de l'eau rechignent aujourd'hui de moins en moins à investir dans les pays du Sud. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, en cas de rupture du contrat, est-ce que l'État du Sénégal va trouver d'abord un repreneur qui va se présenter? Parce que je l'ai évoqué tantôt, les multinationales de l'eau rechignent de moins en moins à investir dans les pays du Sud. Ensuite, si l'État du Sénégal parvient à avoir un repreneur, dites-vous bien que ce sera sur des bases concessionnelles assez souples, ce qui va aujourd'hui léser les intérêts stratégiques du Sénégal. Donc il faut réfléchir à ça, essayer de revoir le contrat d'affermage pour pouvoir prendre en compte les intérêts des Sénégalais et les intérêts des consommateurs. Parce qu'en réalité, il s'agit de l'intérêt des consommateurs qui doit être sauvegardé. Mais pour des gens qui ont une société qui joue à la bourse, qui s'occupent des actions qui montent, qui mais ils ne s'occupent que de leur intérêt stratégique. Ça les intéresse aujourd'hui que le Sénégal manque d'eau ou pas? Enfin, c'est comme si c'était la vérité. Non, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas... Je vous donne une information là-dessus parce que la Finagestion n'est pas cotée à la bourse. Finagestion n'est pas cotée à la bourse. Ce qui s'est passé, c'est que Bouygues, qui est la première société mondiale dans le BTP, aussi dans l'audiovisuel, a confié la gestion à Finagestion. Non, ils ont créé une société qui s'appelle Finagestion pour coordonner les filiales du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire. Bouygues est à la bourse. Oui, Bouygues est à la bourse, mais ces sociétés ne sont pas à la bourse. Parce que quand vous dites Bouygues est à la bourse, quand Bouygues en tant que tel n'est pas à la bourse, c'est les sociétés de Bouygues, c'est TF1, c'est Bouygues Offshore, c'est d'autres sociétés qui sont à la bourse. Mais nous, Finagestion, notre société, la société qui coiffe SDE n'est pas à la bourse. Donc ça, il faut pas, c'est pas parce que il y a des sociétés dans le groupe qui sont à la bourse que dire que toutes les sociétés sont à la bourse. Finagestion, c'est une société holding qui coiffe la SDE au Sénégal, la CIE, Société d'électricité en Côte d'Ivoire, la SODECI, qui est la société d'eau de Côte d'Ivoire, et ils ont aussi un contrat de fourniture d'électricité là-bas en Côte d'Ivoire. Donc c'est ça, Finagestion. C'est pas une société qui est cotée en bourse. Donc là, vraiment, c'est pas faut pas appeler les gens. Maintenant, les intérêts stratégiques, bon, je pense que ceux qui négocient le contrat, ils sont aussi patriotes. Bon, quand on a commencé les négociations du 7e avenant, autour de la table, il n'y avait que des Sénégalais. Il n'y avait que des Sénégalais et je pense que nous devons quand même leur donner le bénéfice. Ça ne veut pas dire que tous les Sénégalais défendent les intérêts des Sénégalais. Oui, non, je suis d'accord. Mais a priori, ils défendent les intérêts étrangers au Sénégal. A priori, je pense qu'autour de il y avait la SONES, la SDE, le ministère de l'Hydraulique, le ministère des Finances. Pendant pratiquement 6 mois, on a passé en revue, ligne par ligne, à la fois le contrat SDE, le contrat SONES, les différents plans d'investissement, les comptes d'exploitation des différentes sociétés, ligne par ligne. Sur chaque ligne, est-ce qu'on pouvait réduire, dans quelle mesure on pouvait réduire. Donc, ça a été passé pendant 6 mois. Donc, je pense que là, il faut quand même leur donner le bénéfice du doute. Même s'ils se sont trompés, peut-être ils se sont trompés de bonne foi, mais le travail a été bien fait. Bon. Les intérêts stratégiques, bon, c'est quoi les intérêts stratégiques du Sénégal? Le contrat d'affermage aujourd'hui du Sénégal, en tout cas le modèle du Sénégal, c'est un modèle qui est pratiquement copié aujourd'hui dans le monde entier. Les gens viennent de partout. Même ceux qui n'ont pas privatisé, ils essaient quand même de créer, de faire en sorte que leur modèle, même si c'est public, ressemble au modèle du Sénégal. Le Mali, ils ont créé une société d'exploitation qui est publique, et ils ont créé une société de patrimoine qui est publique. Le Niger, ils ont fait la même chose que nous. La Côte d'Ivoire, ça fait bien longtemps. Ils avaient un autre schéma, mais ils sont venus il y a 3 ans
s'inspirer de notre modèle, et c'est notre modèle maintenant de société de patrimoine, de société d'exploitation qu'ils ont pris. Bon, et notre modèle, il y a ce phénomène malheureux qui est survenu, mais dans les performances, dans tous les benchmarks qui sont faits, il y a le WSP de la Banque mondiale qui a fait faire un benchmarking au niveau de toutes les sociétés d'eau d'Afrique en 2006 et en 2009, mais la SDE sort pratiquement parmi les premières sociétés d'eau en Afrique. Bon, et ce n'est pas pour rien aussi que partout où il y a des problèmes en Afrique, notre expertise est recherchée. Aujourd'hui, on est à la Mecque. La distribution d'eau de la Mecque, ça fait au moins 4 ans, c'est nous qui l'assurons. Bon, on est en RDC. C'est la Banque mondiale qui a lancé un appel d'offres où la SDE était en concurrence avec de grands groupes internationaux. Ça a étonné beaucoup de monde. Comment on a fait pour gagner? On a gagné ce contrat en RDC. Bon, là, on est en discussion avec les Mauritaniens, on est en discussion avec les Guinéens. Donc, notre expertise, elle s'exporte. Pour la clarté du débat, les gens aimeraient savoir aujourd'hui, les Sénégalais, comment se fait-il que cette conduite d'eau, donc, qui devait durer, s'est retrouvée dans cette situation-là? Est-ce qu'on a acheté la bonne conduite à un bon prix, ou bien est-ce que l'argent qui a été investi dans cette conduite a été mis totalement dans la conduite, ou pas, ou bien est-ce qu'il y a de parfois de corruption autour de ça? Voilà, je pense que cette nébuleuse qui entoure l'achat ou bien la pose de ces conduites d'eau qui nous vaut aujourd'hui les problèmes que nous vivons nous interpelle. Est-ce que réellement l'argent qui a été dégagé a été mis pour la conduite effectivement, au bon prix? a été investi. Ça n'a pas enchéré d'autres gens, pas de commissions, pas de trucs comme d'habitude dans ce pays. Absolument. C'est vraiment une nébuleuse aujourd'hui à laquelle l'État du Sénégal doit régler. On doit le régler parce qu'au-delà de la fourniture et l'approvisionnement d'eau, l'État du Sénégal doit aujourd'hui éclairer les Sénégalais parce que c'est l'argent du contribuable qui a été investi. Absolument, nos impôts. Ça, c'est d'abord un. Mais ce qui nous représente dans ces structures doit faire preuve de patriotisme économique. Parce que le patriotisme économique a 2 aspects. C'est d'abord l'esprit de sacrifice du travailleur pour le bien de l'État et pour les intérêts stratégiques de son pays, mais également l'esprit d'initiative risquée de l'employeur pour le bien de l'État, mais également pour le bien de son entreprise. Donc, ce qui nous représente dans ces structures-là doit faire preuve de patriotisme économique pour ne pas tomber dans les travers qui pourraient remettre en cause des acquis fondamentaux de leur propre pays. Ensuite, ce que ce problème-là m'inspire, Alassane, c'est que une conduite d'eau, on est indépendant depuis plus de 50 ans. On est aujourd'hui amené à régler un tuyau qui s'est cassé et qui mobilise l'ensemble de l'expertise nationale depuis plus de 2 semaines. Cela veut dire que nous ne travaillons pas. Dans ce pays-là, on se paye des mots, on importe des concepts inopérants qui n'ont rien à voir avec les réalités de nos propres pays. Et ça, ce n'est pas l'affaire de Macky Sall, ce n'est pas l'affaire de Abdoulaye Wade, ce n'est l'affaire de personne, c'est l'affaire des Sénégalais. On doit travailler. Nous avons une morale déficitaire du travail dans ce pays-là. Je suis au regret de le dire. Et pourtant, notre culture recèle des valeurs qui sont favorables au travail. Notre culture renferme par l'argent. Voilà, notre culture renferme des vertus qui ont fait le succès des pays développés. Aujourd'hui, on évoque souvent le modèle d'émergence économique japonais pour expliquer notre retard économique. Mais le modèle d'émergence économique japonais n'est pas survenu ex nihilo. Sur des valeurs. Ce modèle-là a une trajectoire culturelle, politique et sociale dont la base essentielle, c'est le travail. Au Sénégal, j'ai entendu le professeur Serigne Diop faire une sortie il y a presque une semaine dans un journal de La Place où il disait que les débats ne peuvent pas régler les problèmes des Sénégalais. Il a absolument raison. Le Sénégal est le seul pays au monde où la ponctualité, l'assiduité, le travail bien fait et à temps sont des tares. Regardez aujourd'hui notre système partisan. Si vous regardez les partis politiques, 200 partis politiques au Sénégal, avec des leaders qui développent les mêmes stratégies, adoptent les mêmes positions et sont dans l'incapacité curieuse de se retrouver dans une unité organique. Vous savez, ça c'est normal. 200 partis dans un pays. Vous prenez les syndicats aujourd'hui.
Mais les syndicats qui devaient être la locomotive du moteur du développement ont réussi aujourd'hui la prouesse à se muer en entrave indéboulonnable du développement. Mais malgré les avancées exceptionnelles sur le plan salarial, sur le plan des conditions de travail, mais les grèves sont récurrentes. Donc il y a quelque chose à revoir. Il faut un pacte national. Parce qu'il y avait quelqu'un qui disait que le Sénégal c'est un GIE, c'est juste un groupement d'intérêt économique. Mais c'est des groupements d'intérêt. Il y a la pression des syndicats, donc l'État doit faire face avec rigueur. Et ça, ce n'est pas l'affaire des partis politiques, ce n'est pas l'affaire de Macky Sall, c'est à la décharge des hommes politiques. Nous ne travaillons pas assez, nous avons une morale déficitaire de travail, une conduite d'eau qui mobilise l'expertise nationale depuis une semaine et qu'on ne parvient pas à régler. Moi, je pense que c'est insoutenable. Il a posé un problème fondamental. Mais il y a une question fondamentale aussi que le Sénégal se pose. Comment se fait-il qu'une conduite d'eau qui devait durer soit dans ces conditions? Est-ce que la conduite a été payée au bon prix? Est-ce que l'argent qui a été débloqué par l'État du Sénégal pour le mettre dans la conduite est bien allé à la conduite? Est-ce qu'il n'y a pas de l'effet de commission qui sont récurrents dans ce pays où certains vont acheter de conduite de seconde zone en bouffant l'argent des Sénégalais? Vous savez, vous me posez des questions auxquelles je ne saurais répondre. C'est des questions que les Sénégalais se posent. Oui, les Sénégalais se posent, mais peut-être que la réponse n'est pas à mon niveau. Vous êtes chargé, vous, de contrôler les conduites. N'est pas à mon niveau. Nous, on est chargé de gérer les installations qu'on met à notre disposition. Est-ce que celles qu'on a mis à votre disposition sont conformes, sont aux normes ou pas? Bon, ça, un audit technique va être commandité, et cet audit dira est-ce que ces conduites sont conformes aux normes ou pas, dans quelles conditions ça a été fait. Mais je ne pense pas qu'à mon humble sur ma position, ma modeste position ici, je puisse vous répondre à ces questions, parce que ça signifie que j'aurai les réponses déjà aux questions que va se poser l'auditeur éventuel qui va être commis. Bon, ce que je peux dire simplement, c'est que cette conduite a été posée. Elle a subi. Est-ce que dans vos cahiers de charge, il n'est pas écrit que si vous avez une conduite, que vous, SDE, vous avez la possibilité de voir si la conduite qu'on vous a livrée, elle est conforme aux normes ou pas avant de l'installer? C'est pas dans vos cahiers de charge, dans vos contrats? Si. Est-ce que vous avez fait ce travail-là? Le dernier mot revient à la SONES. Nous, on peut faire les observations qu'on veut. Vous l'avez fait à ce temps bien précis, cette observation-là? Les derniers mots, parce que nous, ce qu'on avait demandé, c'est quoi? Bon, c'est une conduite qui est fabriquée. Bon, d'abord, ce qu'on a constaté, de visu. On a dit, bon, cette conduite, elle ne nous semble pas, dans son état visuel, en tout cas, être protégée extérieurement et intérieurement. C'est une première chose. Deuxième chose, est-ce qu'on peut avoir les tests qui ont été faits? Parce qu'une conduite, toutes les conduites d'eau, avant de les poser, les grandes canalisations, il y a des tests qui sont faits en usine. Mais vous, au niveau de l'ASD, vous l'aviez fait, ces tests et tout? Non, nous, on n'est pas. C'est la SONES qui fait les tests et qui donne les certificats. Bon, maintenant, ils les fourniront peut-être. Mais une conduite qui est chargée de fonctionner à 20 bars, elle doit avoir subi des tests. Bon, le fabricant qui l'a confectionné doit avoir effectué des tests. Et normalement, les résultats de ces tests doivent être disponibles. Si les tests, effectivement, ont été faits, et nous, on n'a pas les résultats de ces tests-là, s'ils ont été faits et que c'était conforme, c'est peut-être qu'il y a eu d'autres phénomènes qui sont intervenus. Mais pourquoi vous n'avez pas exigé ces tests-là, vous, on l'a demandé, on ne l'a pas eu. Vous ne l'avez pas eu? On l'a demandé, on ne l'a pas eu. Mais maintenant, nous on met des installations à notre disposition, on est obligé de les faire fonctionner. Oui, maintenant, l'auditeur technique qui va être commissionné, il va justement, on parle d'audit. Mais on a l'impression qu'au Sénégal, si l'audit est fait, peut-être, est-ce que les responsabilités seront situées? Est-ce que les sanctions seront prises pour éviter que justement dans 10-15 ans encore, qu'on se retrouve dans la même situation? Je pense que l'État du Sénégal, par l'intermédiaire du chef de l'État, sont interpellés. Ils sont interpellés, le chef de l'État est interpellé, l'État du Sénégal est interpellé. Parce qu'aujourd'hui, la rhétorique volontariste du président de la République sur la question de bonne gouvernance, sur l'obligation de rendre compte, sur l'obligation de rendre compte, aujourd'hui doit s'appliquer. Donc Macky Sall est attendu sur ce terrain-là.
on ne peut pas concevoir qu'un pays puisse rester presque 2 semaines sans eau, avec tout ce que cela comporte comme maladies hydriques, les maladies diarrhéiques. On a aujourd'hui constaté que même dans certains coins de Dakar, des gens sont en train de creuser des puits pour avoir accès à l'eau. C'est inadmissible aujourd'hui. Donc à ce niveau, la rhétorique présidentielle sur l'obligation de rendre compte aujourd'hui, c'est à ce moment-là que cette rhétorique-là doit se vérifier. Et l'État doit prendre ses responsabilités pour que de pareilles choses ne se reproduisent plus. Parce que la peur et pour que la mémoire ne se fossilise non plus. L'inquiétude qu'ont beaucoup de Sénégalais, c'est qu'on fasse un audit, qu'on suive des responsabilités et qu'on les prenne, ces audits-là, qu'on les mette dans un tiroir en disant, bon, écoutez, le masla sénégalais encore, il n'y aura pas de sanctions. Parce que s'il y a des gens qui ont pris l'argent dans cette histoire-là ou bien ont fait mal le travail, ils doivent subir les rigueurs des sanctions. Mais c'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui que, par rapport à votre question, cet aspect de votre question-là, c'est pour cela que je dis que les corps de contrôle de l'État qui sont chargés des audits doivent être constitutionnalisés. C'est que ces corps de contrôle-là, que ces contrôles-là qui rendent directement au chef de l'État, aujourd'hui, doivent être en mesure de s'autosaisir juridiquement et saisir directement le procureur de la République. Donc ces corps de contrôle doivent non seulement être constitutionnalisés, mais qu'on essaie de les extirper de la tutelle un peu asphyxiante de l'autorité. Pour qu'au Sénégal, les autorités, les audits puissent trouver une issue et que les Sénégalais sachent là où va leur argent. Oui, ça c'est un gros problème aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter justement de revivre cette même situation-là après la réparation? Est-ce qu'il faudrait situer les responsabilités? S'il y a des sanctions, les prendre sans faiblesse, avec fermeté? Parce que les Sénégalais aussi ne peuvent pas chaque année, à chaque moment, vivre ce genre de situation. On leur fait de la littérature, de la politique à la radio, dans les télévisions, et après on prend les études, on les met dans les tiroirs, et dans 10 ans encore, on revit la même situation. Bon, mais moi, c'est récurrent dans ce pays-là. Ouais, je pense que là, on sort du domaine de la technique. C'est important aussi. On sort du domaine de la technique. Ça, c'est du domaine du politique qui doit décider de ce qu'il va faire, de la manière dont il va le faire et des résultats qui vont sortir de ces résultats, quelles conséquences il va en tirer. Ça, c'est le politique. Moi, je n'ai pas de commentaire là-dessus. Le commentaire que j'ai simplement, c'est que nous avons aujourd'hui une situation qui est catastrophique. Nous sommes en train de réparer. Nous avons pris les 2 meilleures entreprises sénégalaises de la place, chacune dans son domaine. La SAD, qui est leader mondial dans le domaine de la fonte, c'est eux qui ont tenté la première opération qui a abouti à l'échec il y a quelques jours. Il y a SAE, Société africaine d'hydraulique et d'équipement, qui est en train de mettre en œuvre le plan B. Donc ça, notre souci premier, c'est de faire en sorte que les Sénégalais aient de l'eau le plus rapidement possible. Donc le leader mondial n'a pas pu réparer là. Maintenant, en fait, aussi, les gens, il faut dire aussi que les gens ont travaillé dans l'urgence, parce que souder la fonte sur la fonte, c'est assez compliqué. Et il y a la pression qui est là, il faut mettre en service, les gens attendent. Donc tout ça, ça a pu jouer. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de communication au niveau de la SDE dès le départ, de dire aux Sénégalais, voilà la réalité des choses, voilà le problème qu'on a, ça va prendre tant de temps, ou bien ça peut prendre beaucoup de temps, 1 mois, 2 mois, mais qu'on dise la vérité aux Sénégalais pour qu'ils puissent savoir des choses. Au lieu de chaque jour de promettre, l'eau revient demain, l'eau revient après-demain, après on se trouve dans une situation désastreuse. Oui, je pense que là, peut-être qu'on peut nous reprocher d'avoir donné des délais qui... mais ça aussi, c'était... parce que là, quand on a pris une entreprise qui est qualifiée, qui a pratiquement la plupart des conduits de fonte au Sénégal, dans la sous-région et en France, les grands distributeurs d'eau, quand ils ont des problèmes, c'est à ces sociétés qui font appel, les 3 plus grands distributeurs d'eau. Donc quand on ne pouvait avoir que confiance. Donc il est arrivé que ça n'a pas marché. Donc même si on s'est trompé, c'est de bonne foi qu'il faut. Ensuite, la première, on a réparé 2, 3 fois, 4 fois. On a pu maîtriser les délais. Mais cette fois-ci, quand la casse s'est produite, on a pensé après que c'était de la même ampleur. Mais c'est quand on a dégagé, parce que la conduite elle est à 3,50 m. Quand on a dégagé, qu'on s'est rendu compte que c'était... Est-ce qu'il ne fallait pas commencer par ça, par là, avant de dégager, avant de communiquer, avant de parler? Oui, ça on apprend toujours avec l'expérience. La prochaine fois, on ne le souhaite pas, on apprendra à mieux communiquer peut-être. Mais je pense que ça, aujourd'hui, ce qui est important, c'est on va essayer de tout faire
pour que le Sénégal ait de l'eau dans les meilleurs délais. Maintenant, au-delà de cela, ce qu'on a prévu, c'est de changer cette pièce-là, de la faire fabriquer en usine. C'est pourquoi demain, ce soir, ils arrivent, et lundi, on se réunit avec eux, 2 fabricants de tuyaux, pour ensemble voir dans quel délai ils peuvent nous fabriquer ces pièces-là qui seront fabriquées en usine. Parce que la pièce qui a été posée, manifestement, elle n'a pas été fabriquée en usine. C'est grave. Pape Sadio, est-ce qu'il n'y a pas un désastre communicationnel dans cette histoire? Les Sénégalais attendent de l'eau, on les a bluffés avec des dates qui ne sont pas bonnes. Non, non seulement il y a un désastre communicationnel, mais la question que j'aimerais poser à M. Dieng, si vous permettez aujourd'hui, c'est de savoir qu'au-delà de la décision du président de la République de prendre en charge les factures des consommateurs, qu'est-ce que la S2, votre structure, qu'est-ce qu'elle prévoit aujourd'hui pour dédommager les Sénégalais? Ça, de toute manière, en lieu et place opportun, ça se discutera. Je pense que ce qu'il faut dire, dans les factures d'eau, il n'y a pas que les factures de SD. Il n'y a pas que la part SD. Parce que c'est, comme je vous l'ai dit, quand vous payez votre facture d'eau, vous avez la SD, vous avez l'ONAS, vous avez... Il y a la SONES. Il y a la SONES. Donc, mais c'est des sociétés appartenant à l'État, l'ONAS et peut-être... Donc ça peut être que le résultat d'une discussion... L'ONAS s'occupe de l'assainissement et du traitement des eaux usées. Oui, mais ils ont une part dans le prix de l'eau. Donc, quand on dit le chiffre d'affaires de SD, c'est 60 milliards, dans ces 60 milliards, c'est tout compris. Oui, mais aujourd'hui, les Sénégalais vous écoutent, les Dakarois surtout, ceux qui n'ont pas de l'eau chez eux. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce qu'on peut avoir de l'eau d'ici lundi ou mardi? On le souhaite très vivement, très fortement. Nous travaillons dans ce sens-là et qu'il prie pour nous pour que quand on va finir, le premier essai qu'on va faire marche. Cette fois-ci, pas de délai. On travaille très fortement dans cette perspective, mais on ne peut pas vous dire que vous aurez de l'eau ce soir ou demain matin. Mais c'est notre objectif, c'est le plus rapidement possible que l'eau recommence à couler. Est-ce que les travaux avancent normalement dans un bon sens? Les travaux avancent normalement. Le directeur général qui est sur place à Kermarsar, j'ai eu une communication avec lui avant de venir. Le planning qui a été arrêté, il est en train de s'exécuter. On a arrêté ce planning avant-hier. On a listé les opérations une à une, un délai pour chaque opération. Là, on est à la 4e sur les 6 opérations et pour le moment, on est dans les délais qui ont été fixés. Voilà, merci infiniment à M. Aladji Dieng, directeur technique et du développement à l'ASD, Société des eaux du Sénégal, à Pape Sadio Thiam, communicant, spécialiste en communication et ensuite apprenant en sciences, en politique publique. Merci à Alioune Diassi d'avoir assuré la technique, toutes nos excuses pour avoir débordé un peu, mais la question est tellement essentielle aujourd'hui qu'on a grignoté un peu du temps de Ndiogou Diène. Bon dimanche à tous. Merci. Bye.